Le prince des charlatans, le créateur des freak shows et du cirque moderne, cet homme, c'est une légende. Il s'agit de Phineas Taylor Barnum. Vous connaissez l'effet Barnum dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, ou vous avez vu le film The Greatest Showman qui retrace son histoire. Eh bien, jamais un film n'a été aussi loin de la réalité que celui-ci. Voici la face cachée de Barnum, où l'homme pour qui tout était un spectacle, même faire une autopsie devant 1 millier de spectateurs. Cette vidéo me permet aussi de vous annoncer mes 21 dernières représentations en spectacle avant de me retirer de la scène pour un temps indéterminé, uniquement de la scène évidemment. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, mais vous pouvez déjà noter que ma dernière à Paris sera le 5 octobre, et ensuite je fais la tournée des Zéniths, des derniers Zéniths, avec la version ultime de mon spectacle archétype. Phineas Taylor Barnum est né en 1810 dans le Connecticut. Son père est fermier, tailleur, gérant de taverne, et il fait tout ce qu'il peut pour subvenir aux besoins de sa famille. Phineas vit avec 5 frères et sœurs. Ils sont tous issus d'un second mariage de son père. Dans ses mémoires, Barnum raconte qu'il doit son prénom à son grand-père maternel qui était juge de paix et charlatan de loterie. C'était un métier. En tant qu'aîné de la fratrie, Phineas va souvent quitter l'école pour s'occuper des bêtes et des quelques terres que possède son père. Il grandit dans la pauvreté, mais il n'est pas fataliste. Au contraire, Barnum est convaincu qu'à l'âge de 21 ans, il va hériter d'une île de 2 hectares. Pourquoi est-il convaincu de ce fait? Parce que son grand-père le lui a promis, le grand-père charlatan. C'est la première fois, sûrement, que Phineas sera assez naïf pour croire un charlatan. Il va découvrir à l'âge de 12 ans qu'à la place d'une île de 2 hectares, en fait, il héritera d'une minuscule parcelle de terre, et cette parcelle est inexploitable parce qu'elle est recouverte de lierre en plus. C'est peut-être à ce moment que la capacité de son grand-père à mentir a sauté une génération pour prendre la place importante que l'on connaît dans la vie de Phineas, à qui on attribue la citation apocryphe « Il y a un naïf qui vient au monde à chaque minute ». Parce que les naïfs vont être souvent le fonds de commerce de Phineas, mais ça on va y revenir. À 15 ans, son père meurt. Phineas se rend à New York pour travailler comme employé dans une épicerie, puis ensuite commis de cuisine, et c'est dans cette ville extraordinaire à ses yeux, parce que tout bouge, tout est grandiose, tout est possible, qu'il va découvrir les spectacles de montreurs d'animaux et de théâtre. À l'époque, il n'y a pas de cirque comme on les connaît aujourd'hui, mais ce qu'il voit, ça le marque profondément. En mai 1928, il a 18 ans et son grand-père lui propose de revenir dans le Connecticut, à Bethel, sa ville natale, pour ouvrir une épicerie. Phineas accepte ce cadeau inespéré, mais va pas se contenter très longtemps de vendre de la nourriture et des produits quotidiens aux personnes qui passent et qui disent à peine bonjour. Ça rapporte peu, donc financièrement ça lui plaît pas, et ça n'apporte pas de gloire. C'est quand même quelque chose qui va être important dans sa vie, la gloire. Et puis ça demande beaucoup d'efforts quotidiens. Alors les efforts c'est possible pour Phineas, mais quand le résultat est marrant. Barnum va transformer l'épicerie en temple de la fortune, ça va s'appeler comme ça. Et il va s'associer à son oncle. Le temple de la fortune, c'est une loterie très lucrative parce que même si elle n'est pas truquée, Phineas est très doué pour faire croire aux gens qu'ils vont gagner le gros lot et que du coup, ils devraient parier beaucoup d'argent. Sa technique pour devenir riche, c'est de faire croire aux autres qu'ils vont devenir riches eux-mêmes. Et en fait, non. Beaucoup de paris, beaucoup de gros paris, pas de trucage, et lui, il encaisse des gros pourcentages. Barnum va toucher à tout. Il va toucher à la politique, vous le verrez, à l'écriture, au divertissement, aux affaires, au business en général. En quelques points, il me rappelle Bernard Tapie, avec cette grande soif d'argent, mais une autre grande soif, celle de la reconnaissance, en ayant une capacité à jouer avec la vérité. Et puis dans le fond, je crois que Bernard Tapie et Barnum ont toujours cru être dans le bon rôle, ou en tout cas se mentaient à eux-mêmes pour toujours se dire qu'ils faisaient les choses correctement, ce qui n'était pas toujours le cas. Barnum va créer un journal en parallèle de sa loterie. Ça s'appelle Le Messager de la Liberté. Dans le livre The Colossal P.T. Barnum Reader, Nothing Else Like It in the Universe, on y apprend que son journal va recevoir plusieurs plaintes pour diffamation. 3 plaintes, il me semble. Et que Barnum va faire 60 jours de prison pour, je cite, avoir accusé un pasteur d'avoir pratiqué l'usure sur un orphelin. Mais 6 ans plus tard, la grande histoire de Barnum, la vraie histoire, commence. Il y a une loi qui arrive et qui interdit la loterie. Donc Phineas décide de partir avec sa femme Charity à New York. Cette ville qui l'a, rappelez-vous, toujours attiré, toujours fasciné. Cette ville où il avait appliqué une seule devise. Tout mensonge est acceptable dès lors que le public a le sentiment d'en avoir pour son argent. C'est de lui ça. Arrivé à New York, il fait l'acquisition de Joyce F. Peut-être que ça se prononce également Joyce F. J'utilise ce terme très controversé d'acquisition pour parler d'un être humain parce que Joyce, c'est une esclave afro-américaine. Elle est aveugle, elle est atteinte de paralysie et Phineas va l'acheter 1 000 $ à un propriétaire de plantation. Barnum va la présenter au public comme étant l'ancienne nourrice du président George Washington. Et il affirmera, qui veut bien l'entendre, qu'elle est âgée de 161 ans. Et ça cartonne.
le public est au rendez-vous. C'est, selon les sources que vous trouverez en description, le point de départ des spectacles raciaux que l'on pourra trouver en Europe et aux États-Unis pendant presque un siècle. Ça vient de Barnum. C'est pas une belle gloire, hein. Le 7 août 1835, il exhibe Joyce à Broadway et c'est là que le talent de Barnum pour la communication continue de se confirmer. Parce qu'elle est là en fait, sa force, à Phineas. Il doit sans doute donner à Joyce des anecdotes à raconter sur George Washington, comme le fait qu'elle aurait été la première à l'habiller une fois née. Ce qui contribue à ce que Joyce devienne un phénomène de foire, un phénomène à succès avec lequel il va partir en tournée. Mais Joyce a une santé fragile, elle tombe malade, elle va mourir en tournée. Donc l'aventure serait terminée pour n'importe qui, mais pas pour Barnum. Pour lui, il y a toujours un coup supplémentaire à jouer. Il va rapatrier son corps à New York pour se faire un énorme billet sur le décès de Joyce. Il va organiser, tenez-vous bien, une autopsie publique de Joyce pour s'assurer de son âge exact. C'est comme ça qu'il présente les choses au public. Donc tous ceux qui appréciaient Joyce avaient envie de voir ça, c'est terrible. Tous ceux qui pensaient que c'était un mensonge depuis le départ, tous les contradicteurs de Barnum voulaient voir ça. Donc en fait, il avait gagné sur tous les tableaux. Parce que lui, il savait très bien qu'elle avait pas 161 ans et que du coup, ça allait être révélé. C'est impensable, mais l'horreur et la curiosité vont attirer entre 1000 et 1500 personnes dans un amphithéâtre public. Tous ont payé chacun 50 cents, donc ça vaut entre 15 et 20 $ aujourd'hui avec l'inflation, la conversion, etc. L'autopsie a lieu et le docteur Rogers révèle que Joyce avait finalement seulement 81 ans. Aucune surprise pour Barnum, mais les journaux vont lancer le scandale, la presse va s'emparer du scoop et de la supercherie puisqu'elle n'avait pas pu être la nourrice de Washington. Là, je ne connais pas. Barnum va être interviewé et va s'amuser à donner différentes versions des faits à chaque fois qu'on va lui demander des explications. Il va même dire dans ses mémoires une de ses philosophies de vie. Je cite Barnum. « Sans publicité, quelque chose de terrible vous arrive, rien. » Donc lui ne vit pas mal ce qu'on appelle aujourd'hui un bad buzz. Au contraire, pour lui, c'est une forme de publicité, il lui arrive quelque chose. Mais maintenant qu'il a perdu sa poule aux œufs d'or, qu'est-ce qu'il va faire ? En 1836, 26 ans, il intègre le théâtre ambulant d'Aaron Turner. Aaron, c'est le pionnier des cirques ambulants. Barnum va devenir vendeur de billets, secrétaire et trésorier de ce cirque. Lors de leur tournée, lorsque le cirque ne parvient pas à attirer suffisamment de monde, Barnum propose à Turner de faire des parades dans les villes où il s'arrête. Ça, c'est une technique que Barnum va utiliser plus tard pour son propre cirque. Et Turner est aussi bon que Barnum dans les relations publiques. Par exemple, Turner raconte à quelques personnes, dans les villes où il s'arrête, que le vendeur de billets, donc Barnum, est un meurtrier vraiment recherché. Cette rumeur va faire parler du cirque, ça va activer le bouche à oreille, c'est vrai, sauf que trop, puisqu'un soir le public décide de faire justice et toute la foule a commencé à frapper Phineas. Ça s'est arrêté seulement au moment où Turner a rétabli la vérité en disant qu'en fait c'était une blague. Turner a dit un peu plus tard à Barnum, je le cite, « C'est pour notre bien, la notoriété remplira notre tente ». La tête d'affiche du spectacle de l'époque, c'était un chanteur afro-américain, un esclave comme l'était Joyce. Le cirque arrivé vers la Caroline du Nord, alors ça je vous le rappelle, c'était un état précurseur dans la lutte pour l'abolition de l'esclavage, et le chanteur en a profité pour s'échapper et pour fuir par la Caroline du Nord. Mais Barnum va refuser de rembourser les billets. Il dit que c'est hors de question de rembourser les tickets vendus, ça ferait trop de pertes. Alors il va faire un blackface, c'est-à-dire il va recouvrir tout son visage de noir, il va remplacer le chanteur le soir même pour faire les représentations qui restaient. Une chose est sûre pour Phineas, ce sont les êtres humains avec des particularités qui vendent des billets et qui attirent le public. Il l'a vu avec Joyce, il le voit quand même avec ce chanteur, alors il va quitter le cirque de Turner et à 31 ans, il achète sur Broadway, en plein New York, un ancien musée de 5 étages qu'il rebaptise le Barnum's American Museum. Il installe de grosses lettres sur l'immeuble, des lumières qui clignotent partout et enfin il réalise son rêve, attirer l'attention. Ça n'est pas à proprement parler un musée, c'est plutôt un espace hybride dans lequel il fait exposition de tous les animaux et les insectes possibles empaillés. Barnum est dans une véritable frénésie de l'achat, il est prêt à prendre tout ce qu'il peut pour attirer la curiosité. C'est à cette époque qu'il va présenter, avec le très sérieux professeur Griffin, la célèbre sirène des Fidji. Et si l'on se fie à l'autobiographie de Barnum, c'est lui qui aurait eu l'idée de ce premier spécimen, parce qu'il y en aura d'autres des sirènes des Fidji,
en faisant réaliser un montage taxidermiste entre la tête d'un jeune singe et l'arrière d'un poisson, le tout recouvert à certains endroits pour boucher avec du papier mâché. Alors comment le professeur Griffin a pu présenter ça? Eh bien parce que c'est juste un ami de Phineas, il s'appelle pas du tout Griffin, il n'est pas professeur, c'est Levi Lyman qui a joué ce rôle. Mais ce qui va changer la vie de Barnum et marquer son nom à tout jamais jusqu'à aujourd'hui, ce sont les freak shows, l'exhibition d'humains comportant des caractéristiques hors normes ou des malformations. De 1841 à 1868, le musée de Phineas, c'est l'attraction la plus fréquentée de New York et des États-Unis. Le professeur Jean-Jacques Courtine de la Sorbonne, entre autres, estime le nombre de ses visiteurs à plus de 41 millions de personnes issues de toutes les catégories sociales et socio-professionnelles. Si ce point vous intéresse particulièrement, je vais vous mettre un lien passionnant en description qui est en français en plus. Je vous invite à le consulter. Phineas fait alors la rencontre de Charles Sherwood Strayton, un enfant de 4 ans qui est atteint de nanisme. Phineas va s'associer avec le père de l'enfant pour l'embaucher et il va le rebaptiser Tom Pouce. C'est une référence aux frères Grimm. Il lui donne le titre de général Strantom, l'habille en militaire et il le produit sur scène dans un spectacle où il chante, où il danse, où il fume le cigare. Vous trouvez ça jeune pour qu'un enfant fume? C'est quand même pas le pire que Barnum n'ait fait. D'ailleurs, pour que ce soit plus impressionnant encore, Barnum déclare que Tom Pouce a 11 ans et non pas 4 ans pour donner un effet petite taille un peu plus renforcé. C'est très typique de Barnum de toujours exagérer pour accentuer les choses. Rapidement, la presse en parle et attire les foules dans le musée. Barnum et le général Tom Pouce partent en tournée dans les États-Unis, mais aussi en Europe, ça marche très fort. Ils vont même rencontrer la reine Victoria à Londres. Et à l'heure où je vous parle, Charles Tom Thumb, Tom Pouce, est enterré dans le même cimetière que Barnum. Je vais vous mettre un lien également dans la description à Bridgeport. Parmi les célèbres artistes que P.T. Barnum va exploiter tout au long de sa carrière, certains vont devenir célèbres et travailler toute leur vie. Il y a les frères siamois, Chung et Hang, mais il y a aussi Fedor, surnommé Jojo, l'enfant à la tête de chien, ou encore Stéphane. Ces deux-là souffraient d'hypertrichose. C'est lorsque l'on a une très forte pilosité qui recouvre quasiment toute la peau. Annie Jones, une femme à barbe, George, un homme entièrement tatoué, Anna Bates, une femme qui mesurait 2,41 m, etc. Mais en 1850, Barnum se lance comme producteur. Il a fait la rencontre quelques années plus tôt de Jenny Lind, une cantatrice suédoise qui faisait fureur en Angleterre, et lui veut la produire aux États-Unis. Il se dit, je ne sais pas si c'est correct parce qu'on n'était pas dans sa tête à lui, mais qu'il voulait produire du vrai spectacle. Du spectacle où il n'y avait pas vraiment de mensonge sur ce qu'on voyait. Mais de toute manière, Barnum sait créer des personnages mythiques, donc il va pas pouvoir s'empêcher d'appeler Jenny Lind le rossignol suédois en inventant un mystère autour de sa voix cristalline. Et ils vont collaborer pour 90 représentations. Ça va laisser Jenny Lind très célèbre aux États-Unis et Barnum très riche. Avec cet argent, il investit 500 000 $ dans la rénovation de son musée. Un sacré investissement, il va faire une scène de théâtre qui peut accueillir des milliers de personnes, une salle de lecture, un hall immense entièrement décoré et une ménagerie ambulante. Et pour ça, pour la remplir cette ménagerie, il va faire venir des animaux du monde entier, 110 chevaux, des lions, des espèces rares et même un éléphant. Comme pour beaucoup de choses, les méthodes qu'il va utiliser ne sont pas glorieuses. Beaucoup d'animaux meurent durant leur capture ou leur importation aux États-Unis, mais ça ne dérange pas Phineas qui se sert de ces atrocités pour faire la promotion de ses spectacles. En 1955, Barnum délaisse son musée dont il cède la direction. Il ne le vend pas, mais il ne s'en occupe plus. Il arrête les spectacles. Alors on se dit qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien il se lance dans le business. Dans le business pour le business. Par exemple, il va investir dans un système d'extinction de feu sans eau. Il est tellement convaincu par cette nouvelle technologie qu'il fait une démonstration publique qui vire à la catastrophe, parce qu'au final, son extincteur n'a pas été un grand-chose, et même il met plutôt le feu qu'autre chose. Alors, malgré les pertes de cet investissement, Barnum va continuer d'investir dans d'autres projets, un peu semblables, toujours des nouveautés dans les années qui suivent, et qui à chaque fois seront totalement à perte. Et vous et moi, je pense qu'on aurait gardé des petites réserves d'argent, mais pas Barnum. Alors on peut penser qu'il va retourner faire ce qu'il sait faire de mieux, des spectacles. Toujours pas. Barnum va faire un truc incroyable. Il fait tapis, il fait all-in. Il met tout ce qui lui reste dans un projet gigantesque, mais vraiment, c'est pas pour faire de l'effet dans la vidéo. Il veut entièrement réaménager la ville de Bridgeport où il vit. Il s'agit même de créer une ville sur une partie, une zone, un terrain entièrement vide. Il va créer des rues, des lotissements de maisons, il va planter des milliers d'arbres, il va verser plus d'1 million de $ pour créer une usine de réveil matin. Il joue un petit peu aux Sims,
en fait. Il crée lui-même son truc et en faisant ça, il va même penser, ou du moins l'affirmer publiquement, qu'il fait de la philanthropie. Est-ce qu'il le pensait vraiment? Je ne sais pas. Et que ce soit le cas ou pas, ce dernier projet démesuré actionne définitivement un levier, celui de la faillite. Barnum perd tout, jusqu'à sa maison. Il va être hébergé avec sa femme et ses 3 filles chez un fermier. Pour Barnum, le plus dur, c'est pas la ruine financière. C'est un peu ce que je vous disais au début de la vidéo. Il y a aussi le rayonnement en fait. Le plus dur pour lui, c'est le déclassement social qu'il va subir vis-à-vis des autres businessmen. Avant, il était respecté et aimé dans la haute société. Maintenant, il est traité comme un rebut de cette même société. Mais attendez, Barnum a de gros défauts comme on peut le voir. Ce qu'il fait démesuré en plus, est clairement dénué de toute morale. Mais il a une qualité. La persévérance, ça ne s'arrête jamais. Il repart à zéro, sur les routes, tout seul, pour y tenir une tournée de conférences dont le thème est « Comment gagner de l'argent ». On dirait du développement personnel aujourd'hui sur Internet, c'est incroyable. Il va d'ailleurs écrire un livre que je vais vous mettre en description dont le titre se traduit par « L'art de gagner de l'argent » ou « Règles d'or pour gagner de l'argent ». Donc il avait fait son propre e-book, c'est un peu ça. Il va également encore innover et être le premier au monde à faire une sorte de stand-up. Dans cette espèce de stand-up close-up, il fait des tours de magie, mais il fait aussi du mentalisme avec du cold reading, qui est l'une des techniques employées par les mentalistes. J'ai fait des vidéos sur le sujet, c'est pas la technique majeure d'un numéro, c'est toujours celle qui s'insère dans les numéros. Et il peut le faire, Barnum. Il a le bagou, il a la tchatch, et il exploite un autre de ses grands talents, embobiner les gens. Il a une qualité pour ça. Il possède de très bonnes notions de psychologie de toute manière. Lors de ses tours de divination, puisque lui il dit qu'il devine les choses, bien il dit beaucoup de généralités, comme vous avez besoin d'être aimé, je trouve que vous avez besoin d'être admiré, mais vous êtes une personne exigeante avec vous-même. Et ces choses qu'il dit, en vrai, quand on y réfléchit, elles s'appliquent à tout le monde. Et c'est de là que vient la théorie de l'effet Barnum, on dit l'effet Barnum, qui a été découverte par le psychologue Bertram Forer, donc on dit l'effet Barnum ou l'effet Forer. Je reviens à son histoire, toujours à l'affût de se refaire financièrement, il va faire la pire exhibition de sa carrière. Alors qu'il est sur les routes, il découvre dans un cirque William Henry Johnson. Cet homme est surnommé Zip the Pinhead, Zip à la tête d'épingle. Zip est présenté par Barnum sur scène comme étant le chaînon manquant parce qu'il a un physique assez étrange. Le chaînon manquant, c'est-à-dire que entre les hommes préhistoriques et l'homme moderne, eh bien, c'est lui en fait qui a fait le lien entre les deux avec ce physique très bizarre. En réalité, il souffrait d'une microcéphalie, c'est lorsque la boîte crânienne n'a pas grandi, ce qui donne une sorte de tête d'épingle. En tout cas, cette tête qui a cette forme-là, un petit peu en ogive. Cette maladie peut être associée à un retard mental, mais il est fort probable que William Henry était en possession de toutes ses facultés. Lorsque Barnum le voit, il le rachète, c'est de la marchandise pour ces gens-là, donc il le rachète au cirque pour en faire sa principale attraction. Il va l'affubler de vêtements de fourrure, il lui fait une sorte de crête sur la tête avec ses cheveux juste en haut pour accentuer son crâne qui pointe vers le haut, toujours accentué chez Barnum, et horreur de la mise en scène, il l'enferme dans une cage pour l'exhiber comme si c'était une bête étrange. Le comble de tout, il va appeler son exhibition « What is this ?» En français, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Barnum prend le parti de déshumaniser le pauvre William. Ça va attirer les foules, l'être humain est comme il est, et William Henry devient une des figures les plus marquantes des freak shows. Les affaires reprennent jusqu'à ce qu'une nouvelle catastrophe arrive. C'est un peu ça la vie de Barnum. En 65, Lincoln est assassiné. C'est la guerre de sécession. Il y a des émeutes extrêmement violentes, beaucoup d'incendies, dont le musée de Barnum. La plupart des animaux de la ménagerie de Barnum sont brûlés. À ce moment-là, Barnum fait une conférence dans le Connecticut. On lui envoie un télégramme pour le prévenir que son musée est entièrement brûlé. Il finit la conférence, rentre chez lui et le lendemain, il va voir ce qu'il reste de son musée. Autrement dit, il va voir des cendres. Barnum déclare, sans larmes, « Dans ce cas, je vais en reconstruire un, encore plus grand. » 1871, Barnum a 61 ans. Il rencontre William Coop qui lui propose de monter ensemble, tous les deux, un cirque itinérant. Barnum va accepter et ils vont le baptiser, en toute simplicité et modestie, « The Greatest Show on Earth », le plus beau spectacle de la planète. Si on pensait qu'il était dans la démesure avant Barnum, c'est rien à côté de ce qu'il va créer, au point que ça va faire peur à son associé William Coop. Barnum rachète la ménagerie californienne, il installe le tout au milieu de New York sous un immense chapiteau et montre pour la première fois aux New-Yorkais, médusés,
un énorme lion de mer, un hippopotame et ensuite, après avoir fait installer un aquarium, il fait carrément venir un couple de baleines en plus de lions, de tigres, etc. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la foule est si nombreuse qu'ils doivent tous les jours refuser du monde et Barnum fait ce qu'il sait faire de mieux, des tournées dans tous les États-Unis et en Europe où là aussi il fait sale con. En 1873, Charity, la femme de Phineas, décède alors qu'il est en tournée. Ce qui est étrange, c'est que n'importe qui en tournée serait rentré, au moins pour aller voir les 3 filles. Lui va continuer sa tournée, imperturbable, et se rendre à Londres pour faire la rencontre de Nancy Fish, une jeune femme de 23 ans. Phineas entretient depuis un bon moment avec Nancy une relation épistolaire, donc ils ne se sont jamais vus. Il la rencontre enfin physiquement, il l'épouse 4 mois plus tard. Dans ses mémoires, Barnum a écrit qu'il était effondré de la perte de sa femme, qu'il a eu un énorme choc, on peut en douter. En 1880, Barnum a 70 ans et un concurrent commence à lui faire un petit peu d'ombre. C'est un cirque et c'est celui de James Anthony Bailey qui s'appelle Great London Circus. Son cirque a très bonne presse et Barnum commence à vieillir et pense qu'il serait peut-être sage de collaborer avec Bailey. Les 2 hommes s'associent et combinent leurs 2 cirques ensemble, le Barnum et Bailey Circus. Ce sera vraiment le plus grand cirque de tous les temps. Nous allons faire juste une petite parenthèse vers une partie un peu plus trouble de son histoire qui mélange 3 pistes de cirque, un train, un éléphant et 10 000 $. Mais juste avant, comme je vous disais en début de vidéo, je fais moi aussi ma dernière tournée avec mon spectacle de mentalisme et d'humour qui s'appelle Archétype. C'est mon 4e spectacle. Ça veut dire que ça fait 14 ans non-stop que je suis en tournée de janvier à décembre. Je vais faire une pause spectacle. Que pause spectacle? Je n'arrête pas le reste. C'est juste pour voir ce que ça fait d'être un peu plus de 48 heures à ma maison. J'ai envie qu'il y ait un peu de poussière qui se mette sur mes valises. Du coup, il reste 22 représentations. Autant vous dire que moi et mon équipe, on a préparé du lourd pour la dernière à Paris le 5 octobre, c'est au Dôme de Paris, Palais des Sports. Vous voyez là, s'affiche à l'écran les places qui restent. Moi, je compte sur vous pour venir. Et on a un peu goldé l'affiche pour le reste de la tournée des Zéniths. C'est majoritairement les salles que j'avais pas pu faire en France. On a déjà couvert toute la Belgique, la Suisse, le Canada, la Polynésie, etc. Ça fait 14 ans que je viens juste à vous, donc si je ne repasse pas par chez vous une nouvelle fois, c'est à vous de me rejoindre. 2 heures de spectacle que vous allez découvrir ou redécouvrir et vous allez voir à l'intérieur que vous êtes vous aussi mentaliste et le final, le nouveau final, devrait vous faire réfléchir quelques nuits. Le lien est dans la description et si vous m'avez jamais vu faire mon vrai métier, parce que moi j'ai commencé par la scène, comme je le disais, ça fait un peu plus de 14 ans maintenant, vous savez pas vraiment ce que c'est, ce que je fais, ni comment je suis, ni le mentalisme. Donc j'espère que vous aurez l'occasion. Maintenant, je voudrais revenir sur le concept des 3 pistes de cirque, dont je vous parlais juste avant de faire la petite autopromo de mon spectacle. Cette partie, elle est très compliquée à dater. Les différentes sources que j'ai pu consulter se contredisent. C'est quasiment impossible de savoir vraiment si c'est par exemple avant ou après sa collaboration avec Bailey. Mais sachez que le concept traditionnel de la scène circassienne, c'est d'avoir une piste unique, vous la connaissez, cette piste ronde comme ça. Barnum, il veut plus, parce qu'il veut toujours plus. 2 pistes, non. 3 pistes. Et ça, c'est une révolution, parce que le cirque n'est plus ce spectacle où on peut avoir une proximité entre le spectateur et le clown, ou entre le spectateur et les animaux. Cette fois, partout où le spectateur regarde, ses yeux tombent sur une scène immense, il voit quelque chose de nouveau, et surtout, un immense tableau. Les numéros traditionnels sont modifiés, il n'y a pas le choix. Par exemple, le clown va devenir totalement muet à partir de ce moment-là. Pourquoi? À cause des 10 000 spectateurs qui font trop de bruit ensemble. Barnum veut des animaux plus impressionnants, qu'on voit de plus loin. Il veut en fait que les gens ne sachent pas où regarder. Et pour ça, il va acheter 10 000 $ Jumbo, un éléphant de 6 tonnes au jardin zoologique de Londres à la base. Barnum étant Barnum, il va expliquer au public que c'est l'éléphant le plus grand du monde, parce que c'est toujours le plus quelque chose du monde avec Barnum, toujours plus. Et n'oubliez pas que le spectacle est itinérant, donc imaginez un petit peu l'entrée dans les villes où le cirque est de passage, parce que sur les voies ferrées, ça prend 80 wagons et 3 locomotives qui sont nécessaires pour embarquer et déplacer tout ce cirque. Donc déjà, leur arrivée quelque part, c'est un spectacle et la sauce prend très vite. Tout le monde veut voir le spectacle et les 10 000 spectateurs sont au rendez-vous chaque soir. C'est du jamais vu, mais vous vous rappelez de Joyce, la dame de 161 ans dont Barnum a rendu l'autopsie publique. Eh bien, il va faire la même technique avec Jumbo. Le pauvre éléphant va se faire percuter par une locomotive et décède. Tout le monde craint la réaction de Phineas, qui va perdre quand même l'une de ses attractions majeures. Il communique énormément dessus. C'est un élément central de ce qu'il propose. Et Phineas va juste demander immédiatement à récupérer le squelette, c'est-à-dire tout de suite le désosser en fait, pour exhiber le squelette lors de chacune de ses représentations, chacun de ses shows.
C'est assez horrifique. Lui, Barnum, nous quittera le 7 avril 1891 et Bailey va continuer d'assurer la direction de The Greatest Show on Earth jusqu'à sa propre mort en 1906. Barnum aura été l'une des plus grandes figures du gigantisme américain. C'est un des symboles du self-made man, du businessman, comme on dit. Il a écrit des livres, je vous l'ai dit, comme L'art de gagner de l'argent ou encore ses propres mémoires. Plus amusant, celui qui se faisait appeler le prince des charlatans, c'est son expression, eh bien détestait les charlatans. Alors est-ce que c'est parce qu'ils se reconnaissaient entre eux? Je ne sais pas. Mais il a écrit un livre aussi sur les plus connus de son époque que je vous mets en description. D'ailleurs, les livres de Barnum se trouvent très facilement aujourd'hui et gratuitement sur Internet. Donc je vous mettrai un maximum de ressources dans la description. Et au-delà du fait que Barnum avait une morale plus que douteuse, Phineas reste, qu'on le veuille ou non, un nom de légende. On lui fantasme des choses. J'ai essayé de faire la vidéo qui montre froidement tous les aspects de qui il était. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça. J'espère qu'on se verra sur scène dans l'une de ces villes qui apparaissent encore à l'écran. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.